Construis dès maintenant ta bibliothèque de rêve grâce à la liste des 100 incontournables, une liste 100% gratuite que j'ai construite en prépa, à HEC et en master de philosophie. En 94, quand Kissinger a sorti ce livre-là, il voulait partager sa vision du monde, mais pas avec un bouquin d'histoire lambda. Et ça n'a pas manqué. Dès la sortie du bouquin, jugé scandaleux, réécriture historique, vulgarisation historique dégueulasse, même les plus grands universitaires proches de Kissinger dénonce un bouquin qui lui sert de réécriture de l'histoire pour justifier ses propres choix géopolitiques quand il était au pouvoir. Mais en fait, malgré tout, c'est un classique. Dans toutes les plus grandes universités, chez tous les plus grands politiciens, on lit Diplomatie. C'est le livre qui est considéré comme étant le plus éclairant d'un point de vue historique et géopolitique sur tout le 19e, 20e et même comme explication de ce qui allait venir au 21e siècle. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon amour profond pour ce bouquin qui a juste changé ma vie de lecteur. Commençons juste par le commencement. Qui c'est Henry Kissinger ? Je vais m'inspirer de la belle biographie qu'a fait Gérard Haro, un de nos ambassadeurs précédemment aux États-Unis, qui a fait une biographie assez belle et assez courte, mais extrêmement éclairante pour lire et comprendre Diplomatie. L'idée, c'est que Kissinger, il est né en Allemagne. Il a fui les nazis, et quand il est arrivé aux États-Unis, il est vite devenu un universitaire, mais surtout un grand stratège diplomatique, voire même pour devenir le plus grand stratège, le plus grand diplomate du XXe siècle. Le truc, c'est que Kissinger, c'est d'abord et avant tout, et ça se sent à chaque ligne de Diplomatie, un homme controversé. Il n'y a pas plus controversé, en fait, que ce diplomate. Pourquoi ? Parce que certes, si d'un côté, c'est un génie dans son domaine, à savoir ce qu'il va développer dans cet ouvrage comme étant la realpolitik, la géopolitique dure, un petit peu comme on va le voir dans certains exemples, pour d'autres, et voire même pour la majorité des gens, c'est juste un cynique prêt à littéralement tous les coups pour atteindre le pouvoir. Et ce vécu, en fait, cette espèce de double face du personnage, ça se sent à chaque épisode de Diplomatie. Pourquoi ? Typiquement, quand il va analyser un jeu géopolitique, une scène, je sais pas moi, au Congrès de Vienne en 1815, avec un diplomate français, un diplomate anglais, un diplomate autrichien et je ne sais quel prussien, Kissinger va pas juste vous raconter les faits, il va vous raconter, à travers la personnalité de chacun des quatre diplomates, ce que probablement se passer dans leur cerveau avec à la fois les intérêts personnels qu'ils avaient et aussi les ambitions diplomatiques qu'ils avaient, la possibilité de basculer à tout moment entre une guerre, mais aussi des intérêts personnels qu'ils ont. Bref, Kissinger étant fondamentalement ce diplomate dans l'âme, mais aussi ce mec à la dalle pour lui-même, il va te permettre de te faire rapprocher des grandes figures comme ça, diplomates de toute l'histoire, du 19e jusqu'au 20e siècle, en te montrant les deux faces profondes, inhérentes de la diplomatie mondiale et comment est-ce que ces doubles faces d'intérêt personnel et d'intérêt géopolitique ont fait que ces hommes ont modelé le monde d'une certaine manière que si vous ne lisez pas Diplomatie, vous ne pourrez jamais comprendre. Quand je vous ai dit que c'était pas un bouquin d'histoire comme les autres, je vais vous l'expliquer, tout simplement parce qu'à mes yeux, quand j'ai lu Diplomatie, pour moi, c'était une peinture. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est que, clairement, le livre, son contenu, suit un fil rouge. L'idée, la théorie, en fait, que l'équilibre des puissances explique l'histoire, explique cette histoire diplomatique du 19e et du 20e, voire même du 21e siècle. C'est la grande théorie de Kissinger, l'équilibre des puissances. Le truc, c'est que il ne se contente pas de raconter ça. La construction de Diplomatie est tellement bien pensée qu'en fait, ce qu'il en a fait, c'est qu'il en a fait un puzzle. C'est pas un livre qui se lit linéairement. On va le voir dans la partie plus tard. Le truc, c'est que Kissinger a cette telle compréhension du monde que lorsqu'il analyse un événement, c'est pas juste un événement dans l'histoire qui vient à l'instant T et qui est causé par les événements précédents. Non. Ce que fait Kissinger, c'est qu'il va t'expliquer un événement, il va te montrer comment cet événement prend sens, fait sens, a du sens dans le puzzle complet à la fois de l'état du monde à un instant T, mais aussi dans l'histoire pris comme un avant et comme un après, comme un futur. D'une certaine manière, c'est la première fois que vous allez sentir en vous-même ce kiff
de comprendre pourquoi ce qui arrive est arrivé et pourquoi ce qui va arriver va arriver. En fait, typiquement, je prends ce passage que moi j'ai adoré parce que j'étais pas très bon en histoire au lycée. Enfin, tout se passait bien, mais j'avais du mal à visualiser ce qu'on m'apprenait. Quand Kissinger te fait un chapitre sur le Vietnam, bah typiquement, il va t'expliquer que le Vietnam, c'est une leçon tragique. Il y a beaucoup de philosophie et je trouve de poésie dans l'écriture de Kissinger parce que il va te montrer qu'en fait, bah, les États-Unis sont tombés dans le panneau que l'on connaît. Il va beaucoup mieux l'expliquer que moi, mais qu'en gros, il faut jamais sous-estimer la puissance de quelqu'un, d'un adversaire, et surtout sa capacité à transformer sa faiblesse en force. Typiquement, le Vietnam à cette époque, en minorité, sur un territoire où les Américains se disaient « Ok, ça va être une victoire éclair », et typiquement, en disant ça, bah, ça me fait penser typiquement à l'Afghanistan ces dernières années avec Biden, mais bref. Kissinger va juste vous expliquer, ok, il y a ce concept selon lequel un adversaire que vous sous-estimez est en fait capable de transformer sa faiblesse en force. Et il va vous rajouter un petit paragraphe où il va vous dire, typiquement ce conflit, le Vietnam, ça me fait penser à la guerre de 30 ans. Bah là déjà, si vous êtes passionné par l'histoire et que vous connaissez pas trop l'histoire, vous allez vous dire, putain, stylé, il va me ramener quelques siècles plus tôt et il va me montrer des parallèles. Et en fait, exact. C'est parfait. Parce que en 5-10 lignes, la guerre de 30 ans, à ne pas confondre avec la guerre de 100 ans, montre très très bien et en fait est parfaitement englobée dans la théorie de Kissinger pour montrer comment des guerres locales, très petites, entre deux pays, peut-être trois, peuvent simplement redessiner l'équilibre global. Et précisément, il n'y a rien de plus éclairant que ça pour comprendre le Vietnam, parce que ça a été le combat charnière, le combat où tu as un pays surpuissant, qui juste se croit surpuissant et qui, sur quelque chose dont on pensait que c'était simplement une futilité, un fait historique que les Américains allaient gagner, ce petit conflit, en fait, c'était le truc qui a permis d'achoper toute la diplomatie américaine par la suite. Kissinger, c'est ça, et c'est ça au travers de, je pense, une quinzaine de la totalité des chapitres de diplomatie. C'est une réexplication permanente de ce qui est en train de se passer historiquement au travers à la fois de son passé et des conséquences que ça aura pour le futur. La conséquence de ça, c'est qu'en tant que lecteur, vous allez avoir et sentir cette espèce de vision globale, panoramique, de l'histoire du monde sur 2-3 siècles, ce que, je pense, presque aucun livre d'histoire n'est capable de faire avec une telle clarté et une telle beauté. Parce que tout simplement, Diplomatie, c'est d'abord et avant tout un ouvrage historique extrêmement dense, mais la plus grande force de ce livre, la plus grande beauté, c'est sa clarté, c'est sa simplicité. Chaque page est une masterclass d'écriture, de punchline et surtout de clarification. Typiquement, dans mon histoire, quand j'ai rencontré Diplomatie de Kissinger, il y a déjà peut-être 4-5 ans, je voulais découvrir l'histoire, la géopolitique, mais sans m'embêter à lire 15 livres comme ça, par-ci, par-là. Je voulais juste un colosse que je pouvais me taper pendant 2 mois, qui allait me combler et qui, un petit peu comme un amuse-bouche ou alors ce premier cadeau qu'on vous a fait à Noël qui est genre kiffant, où vous dites « Ok, c'est ça, pendant 6 mois, je veux me mettre sur la géopolitique, je veux kiffer, etc. » Et le truc, c'est que quand j'ai vu Diplomatie, comment on en parlait, comment les spécialistes en parlaient, etc., et surtout quand j'ai vu qu'il fait à peu près 900 pages, et qu'il est large, et qu'il est gros, je me suis un peu découragé. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai acheté, malgré tout, et dès les premières pages, je devrais même dire à la première page, c'est la clarté qui m'a fait sentir que les 900 pages allaient juste filer, genre. Et en fait, ça s'est traduit. En une semaine, et je vous mens pas, alors que je travaillais à ce moment-là, en une semaine, le soir, je me faisais des sessions de genre 2 heures où je regardais ce bouquin et je me disais, mais j'ai l'impression pour la première fois d'avoir une lecture qui match, voire même détruit complètement les dernières séries Netflix ultra marketées, ultra story télé, avec tout ce que tu veux. Non, parce que juste là, c'était la beauté d'une écriture détaillée, le bon détail qu'il te faut, pas le trop de détails de l'historien de 85 ans qui veut juste faire du name dropping à te citer l'archiduc de je ne sais qui. Non, là, on reste sur un niveau de détail qui passionne les intéressés.
qui te fait comprendre, parce que chaque détail n'est pas utilisé pour te dire « Ah tiens, j'ai fait le boulot ». Non, non, il est fait pour te faire comprendre, pour te faire aimer. Et en plus de ça, cette capacité à te sortir des espèces de punchlines, mon gars, genre tu te dis, mais ce gars est juste une légende astronomique. Typiquement, quand il fait un de mes passages préférés, qui est le déclenchement de la Première Guerre mondiale par un nationaliste serbe qui s'appelle Gavrilo Princip, et qui t'explique le détail, c'est-à-dire de la scène, de comment ça s'est fait pour qu'un nationaliste serbe balance genre un cocktail Molotov ou une grenade dans la bagnole de l'archiduc d'Autriche-Hongrie, qui en fait a dû faire un détour parce qu'à ce moment-là, il y avait des travaux sur une rue, et que genre ce détour qui a changé, mais radicalement, le reste de l'humanité, qui a engrangé des millions de morts, etc. Ce détour, il s'était fait parce qu'en fait, il y avait un problème de chauffeur, et que tu tombes dans ça et que tu te dis, mais genre, j'ai jamais vu ça, on m'a jamais expliqué ça de cette manière, et pourtant, ce détail-là est d'une beauté et d'une... Enfin, ça te cristallise tellement de plaisir en tant que débutant que tu te poses même pas la question des 900 pages. Ça glisse, c'est comme dans du beurre, ça, c'est parfait. Et du coup, c'est exactement pour ça que je vous recommanderais pas de le lire en une seule fois. Disons plutôt que ce que je vous recommanderais, c'est surtout de faire une première lecture glissante, ce que moi j'appelle une lecture dite panoramique, en fait, qui va consister à avoir les éléments principaux de base, c'est-à-dire qu'on est sur un bouquin qui couvre peut-être même un peu du XVIIIe siècle et qui remonte jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est dense, c'est très large, et je vous conseillerais de ne pas trop vous achoper, de casser votre rythme de lecture sur les chapitres plutôt techniques. Typiquement, pour ceux qui ne connaissent pas le traité de Westphalie, quand on va parler du Vietnam, typiquement, c'est assez technique. Quand on va parler de la guerre froide, c'est aussi technique. On a des révolutions qui vont être analysées, etc. Ou ce que je vous conseillerais, c'est plutôt d'accélérer sur ces passages pour vous en faire une lecture déjà d'abord simple et une lecture qui pose les jalons. Ce qu'on va faire ensuite, et c'est ça qui va être très intéressant, ce que moi je reconseille, c'est une session de relecture où vous allez repasser sur ces passages denses, et surtout, parce que ce bouquin est magnifiquement fait, vous allez profiter des différentes cartes que vous avez à la fin du livre, qui en fait, toutes au long du narratif de Kissinger, qui est un narratif plutôt chronologique, va vous permettre de visualiser ce qu'il est en train de dire. Déjà que il parle avec une clarté impressionnante. En fait, ce qui est cool, c'est d'essayer de vous en faire un espèce de jeu et de se dire, ah ouais, ok, quand là, il me parle de ce traité-là qui est en train de bouger telle frontière, eh ben, c'est que vous alliez visualiser ce changement de frontière et que vous alliez vous dire, limite, rentrer dans le jeu, tu sais, des personnages en mode vous jouez à risque, là, tu sais, le jeu de cartes, où en fait, tu vas te mettre dans le jeu, et même Kissinger va t'y mettre assez naturellement, tellement pour lui, c'est une seconde nature. Et à ce moment-là, à la deuxième relecture, commencez à prendre des notes, remarquez les espèces de punchline, notions clés et sous-idées clés de la théorie de Kissinger, et prenez des exemples et marquez vos cartes. Ça, c'est, à mon sens, la manière de lire Diplomatie. Et typiquement, juste pour vous dire à quel point ça m'avait passionné, en fait, il y a une partie qui m'avait absolument passionné en tant que Français, c'était la partie où, en fait, Kissinger t'explique où en fait te fait sentir le kiff, limite l'amour, voire l'adoration qu'il a pour Richelieu. C'est ça aussi qui est fou avec Kissinger, c'est que c'est pas juste un historien qui va te raconter l'histoire d'un mec, mais de manière un peu froide. Je sais pas si vous avez déjà lu ce genre de biographie, qui souvent sont des mauvaises biographies, je trouve. Certains, en commentaire, m'avaient un petit peu critiqué, voire même insulté pour aimer Max Gallo, typiquement, qui reste un historien académicien, etc. Mais ce que j'ai trouvé chez Max Gallo, et ce que vous allez pouvoir trouver d'ailleurs chez Kissinger, c'est cette espèce de promiscuité, de proximité humaine, et je dirais même intellectuelle, avec les grands de l'histoire. Kissinger, comme il était un diplomate avec Henry Ford, je crois même un peu avec... avec Henry Ford, c'est lui qui s'est occupé du rapprochement États-Unis-Chine, etc. C'est un mec qui parle de ces mecs-là qui avaient son métier, mais il en parle justement comme un mec qui a partagé le vécu de ces gens-là. Et précisément sur Richelieu, c'est transcendant. C'est-à-dire que c'est un duo où en fait,
ce qu'il adore chez Richelieu, il le dit très bien, c'est que Richelieu, déjà, c'est un mec du 17e, mais surtout, c'est un mec qui arrive à prioriser l'intérêt de l'État, parce que Richelieu, c'est lui l'inventeur de la notion de raison d'État, mais surtout, il le fait alors même qu'il a un background hyper religieux, à cette époque, c'est assez évident, et pourtant, Richelieu met bien en avant les intérêts de l'État par rapport aux intérêts de la religion, ce qui à cette époque-là est absolument fou. Il montre les dilemmes moraux que Richelieu a dû rencontrer dans sa vie, typiquement comment préserver un royaume, la France, en tant que cardinal Richelieu, mais comment le faire en préservant un petit peu, sans qu'elle perde son âme, parce que la France et la chrétienté à l'époque, c'est deux. Il n'y avait pas la séparation de l'Église et de l'État, il n'y avait pas 1905, et puis surtout, les guerres de religion, c'était un siècle plus tôt. Et Kissinger conclut sur cette phrase que moi j'ai adorée, c'est de dire la raison d'État n'est pas un choix, mais une nécessité pour survivre dans un monde chaotique. Et précisément, il montre comment, en fait, des mecs avant lui, comme Richelieu, avaient et le suivaient exactement sur sa théorie de réelle politique, c'est-à-dire de politique d'intérêt, de géopolitique d'intérêt. Et cette capacité que Kissinger a de replonger, et d'ailleurs vous pouvez aller trouver énormément de bijoux d'histoire, ce que j'ai fait typiquement dans les notes, la bibliographie du livre Diplomatie, si vous voulez vous inspirer sur des lectures d'approfondissement. Typiquement, on voit que juste Kissinger, c'est un universitaire et un passionné. Il est allé lire des bouquins juste sur Richelieu dont il parle pendant peut-être 15 pages. Il est allé lire genre 15 articles scientifiques d'historiens hyper perché et détaillé sur Richelieu pour genre t'expliquer que par exemple un des délires qu'avait Richelieu, c'était d'utiliser des émissaires secrets qu'il allait envoyer dans les cours des principales cours des pays adversaires, voire même alliés à la France à son époque, et Kissinger qui dit genre au détour d'une page, alors que pour lui ça a dû lui prendre genre 15 jours de travail et de lecture, il disait mais en fait ça préfigure exactement les méthodes de diplomatie secrète du XXe siècle, de la guerre froide typiquement. Et cette capacité à faire des liens et à te dire, en tant que lecteur, genre mec, ce que tu es en train de lire là, c'est pas juste d'une époque, c'est de tout temps. Et parce que moi je l'ai vécu, ça se fait comme ça. Et ces mecs-là, en fait, on a des ressemblances sur ça. En tant que lecteur, il y a cette sensation de se sentir si proche de l'histoire et d'avoir une tellement belle introduction avec un livre qui est d'un bijou de littérature, de poésie parfois, de philosophie, d'histoire, de géopolitique, de génie et de polémique, qu'il faut absolument que vous l'achetiez, quoi. Franchement, il faut foncer, acheter le Diplomatie de Kissinger. Vous allez adorer, offrez-le aux autres, et je pense que vous allez tomber amoureux comme moi de ce bijou. Ciao, ciao.